Je n'ai jamais révélé à ma famille mon salaire de 200 000 € par mois. Je suis rentré chez mes parents à l'improviste, en leur mentant sur la perte de mon emploi pour observer leur véritable réaction. Mais avant même de pouvoir entrer dans leur appartement, je me tenais devant la porte familière de Lyon, tenant une valise qui renfermait un lourd secret. Je m'appelle Félicie, directrice financière de 28 ans, gagnant 200 000 € par mois. Ce jour-là, je suis rentré sans prévenir qui que ce soit parce que je voulais faire un test pour découvrir la vérité sur ma famille. Tout au long de ma carrière, je n'avais jamais étalé ma richesse ou ma position à mes proches. J'ai gardé mes distances pendant des années car j'ai toujours ressenti un sentiment d'injustice et j'ai remarqué à quel point ils valorisaient l'argent. Ce jour-là, je me suis délibérément habillé simplement et j'ai laissé tous mes bijoux coûteux à Marseille. J'avais prévu d'entrer et de dire que je venais de perdre mon emploi juste pour voir leur réaction réelle quand je n'aurais plus rien. En poussant la porte, je savais que ce moment pouvait tout changer, briser tout ce que j'avais cru sur ma famille et ma maison. Parfois, découvrir la vérité exige le courage d'affronter des choses que nous ne voulons pas voir. Il y a 10 ans, j'ai quitté cette même maison avec ma valise usée pour construire une vie indépendante à Marseille à partir de rien du tout. À 28 ans, j'avais réussi à obtenir un poste de directrice financière tout en acquérant un appartement de luxe et en bâtissant un portefeuille d'investissement substantiel entièrement par moi-même. Ma stabilité financière actuelle contraste fortement avec mes années d'université éprouvantes où je devais jongler avec de multiples emplois au salaire minimum juste pour survivre. À l'époque, mon père et ma mère avaient clairement indiqué que leur priorité financière était entièrement dédiée à soutenir ma sœur Juliette. Ils ont volontairement puisé dans leurs économies pour financer ses interminables cours d'art et son équipement de studio coûteux, me laissant me noyer sous le poids écrasant des prêts étudiants à intérêt élevé. Ce favoritisme flagrant m'a enseigné une dure leçon pratique sur l'autonomie, ce qui a fondamentalement façonné mes limites personnelles strictes concernant ma famille. Au lieu de mendier leur approbation, j'ai canalisé ma frustration pour obtenir de multiples bourses universitaires tout en développant agressivement mon réseau professionnel au début de la vingtaine. Cette approche stratégique m'a permis d'obtenir mon diplôme en tête de ma promotion universitaire et d'obtenir immédiatement un poste très compétitif dans une entreprise prestigieuse. Mon principe de survie principal tout au long de ma vie d'adulte a été de maintenir une distance géographique de sécurité par rapport à ma maison d'enfance pour protéger ma santé mentale. J'ai intentionnellement restreint notre communication à de brefs appels téléphoniques mensuels tout en n'envoyant que des cadeaux pratiques de base pendant les fêtes. Plus important encore, j'ai fait le choix délibéré de dissimuler mon salaire réel de cadre parce que je savais exactement comment ils voyaient l'argent. Leur fournir la moindre connaissance de ma richesse ferait inévitablement de moi leur compte bancaire personnel pour parrainer leur enfant favori. Ma distance soigneusement maintenue a parfaitement fonctionné jusqu'à il y a quelques semaines, lorsqu'une série de mises à jour sur les réseaux sociaux a complètement perturbé ma tranquillité d'esprit. Je faisais défiler mon fil d'actualité quand j'ai remarqué plusieurs nouvelles publications publiques de Juliette affichant un style de vie incroyablement luxueux. Elle a fièrement téléchargé des photos d'elle portant des sacs à main de créateurs en édition limitée tout en sirotant du champagne dans des complexes hôteliers exclusifs à travers le pays. La réalité choquante était qu'elle n'avait pas eu d'emploi rémunéré stable depuis près de 5 ans après avoir abandonné sa prétendue carrière artistique. J'ai cliqué sur son profil pour examiner les horodatage de ses photos de voyage tout en calculant le coût approximatif de ses vacances de luxe. Le calcul n'avait tout simplement aucun sens logique pour quelqu'un qui prétendait être un artiste aspirant à la recherche d'inspiration. Un profond soupçon a commencé à s'enraciner dans mon esprit alors que je continuais à m'interroger sur la source mystérieuse qui finançait cette série interminable d'achats extravagants. Je savais parfaitement que Juliette manquait de la discipline de base pour économiser de l'argent car elle comptait constamment sur les autres pour couvrir ses dépenses quotidiennes. Je savais aussi que maman et papa vivaient avec un revenu fixe de classe moyenne, ce qui signifiait qu'ils ne pourraient jamais se permettre naturellement de financer de telles habitudes de dépenses extrêmes. Ils canalisaient clairement de vastes sommes d'argent vers une adulte profondément irresponsable. Cependant, l'origine de ces fonds restait un mystère troublant. J'ai commencé à analyser leur comportement récent lors de nos rares conversations téléphoniques où ils se plaignaient fréquemment du coût croissant des produits d'épicerie tout en faisant l'éloge de ses dernières vacances. Ces déclarations contradictoires laissaient fortement entendre qu'ils sacrifiaient leurs propres besoins fondamentaux ou peut-être contractaient des dettes dangereuses juste pour maintenir sa façade riche en ligne. J'ai imprimé plusieurs de ces photos publiques pour recouper les lieux d'arrière-plan avec les tarifs hôteliers standards afin d'estimer leurs dépenses mensuelles. Les chiffres ont rapidement atteint des dizaines de milliers d'euros, ce qui a pratiquement confirmé ma théorie concernant une ligne de crédit non divulguée, ou un prêt caché massif.
Chaque élément de preuve indiquait une catastrophe financière imminente qui finirait par entraîner tout le monde si elle n'était pas complètement contrôlée. Debout seul dans mon appartement spacieux, j'ai finalement pris la ferme décision d'emballer mes vieux vêtements pour retourner à Lyon. Une semaine avant mon retour dans cette maison, mon téléphone a reçu sans cesse de multiples messages textes urgents de divers membres de ma famille. Juliette a initié le contact soudain en envoyant un long message rédigé sur un ton incroyablement exigeant sans aucune salutation préliminaire. Elle a explicitement exigé que je transfère immédiatement une somme d'argent massive pour l'aider à régler un solde de carte de crédit en souffrance. Le message détaillait ses prochaines échéances tout en ignorant complètement le fait que nous n'avions pas parlé correctement depuis plusieurs mois. Elle a formulé la demande comme si accéder à mon compte bancaire personnel était son droit de naissance absolu plutôt qu'une faveur financière massive. J'ai fixé l'écran lumineux tout en traitant la pure audace nécessaire pour exiger des milliers d'euros via un simple texto. J'ai tapé fermement un refus clair, expliquant que sa mauvaise gestion financière était entièrement sa propre responsabilité à résoudre de manière indépendante. Elle a immédiatement répondu par un barrage d'accusations en colère tout en menaçant de raconter à nos parents ma supposée cruauté impardonnable. Presque immédiatement après avoir reçu ce dernier message, mon téléphone a commencé à sonner bruyamment, affichant un appel entrant directement de maman. J'ai répondu à l'appel pour être instantanément accueilli par une voix dure m'ordonnant agressivement de vider mes comptes d'épargne. Elle a insisté sur le fait que sauver sa fille favorite était absolument nécessaire pour préserver la dignité globale de toute notre maisonnée. Tu es une personne incroyablement égoïste de rester là à regarder de loin pendant que ta sœur fait face à de gros ennuis. Son ton agressif a complètement ignoré mes années de travail acharné tout en traitant ma stabilité financière comme un fonds de secours pratique. J'ai refusé de céder tout en demandant une raison valable pour laquelle je devrais sacrifier ma sécurité chèrement acquise. J'ai directement contesté leur favoritisme flagrant continu en exigeant une explication logique concernant leur soutien financier inconditionnel pour une adulte pleinement émancipée. J'ai souligné qu'une femme de 30 ans devrait faire face aux conséquences pratiques de l'achat de produits de luxe sans avoir un emploi stable. Au lieu de reconnaître mon argument tout à fait rationnel, maman a simplement haussé la voix pour couvrir mes questions tout à fait valables. Elle a tenté de manipuler mes émotions en utilisant mon enfance comme arme tout en ignorant le fait que j'avais payé mes propres études. La conversation a rapidement dégénéré en une querelle unilatérale où mes limites logiques ont été traitées comme des actes de trahison familiale impardonnables. La ligne a subitement changé de main avant que papa ne saisisse fermement le combiné pour intensifier la pression psychologique contre mes limites. Il a immédiatement tenté de faire taire mes arguments logiques en insistant fortement sur les obligations du sang ainsi que les devoirs fondamentaux d'un frère ou d'une sœur cadet. Il a continuellement répété que la famille doit toujours rester unie dans les moments difficiles, peu importe qui a causé la catastrophe financière initiale. Cette famille t'a élevé à l'âge adulte, c'est donc exactement le moment où tu dois nous rembourser tout en partageant nos fardeaux au lieu de compter chaque centime. Ces mots lourds portaient une forte sous-entendue de droit absolu, suggérant que toute mon existence indépendante n'était essentiellement qu'une dette envers eux. Il a complètement ignoré la réalité que j'étais financièrement indépendante depuis le jour où j'ai fait mes valises pour quitter Lyon. J'ai écouté sa respiration lourde à travers le combiné, réalisant clairement que toute tentative ultérieure de raisonnement logique serait complètement inutile. Il s'était piégé de façon permanente dans un cycle toxique d'encouragement des mauvais comportements tout en s'attendant à ce que je paie la facture finale scandaleuse. J'ai calmement mis fin à l'appel sans offrir d'autres explications concernant leur demande financière hautement déraisonnable sur mes économies personnelles. Assise seule dans mon salon tranquille, j'ai immédiatement commencé à élaborer un plan très risqué pour exposer définitivement leur amour très conditionnel. J'ai décidé de fabriquer une faillite professionnelle complète pour tester exactement comment ils me traiteraient une fois que je serais devenu complètement inutile pour eux financièrement. Les détails spécifiques de ma stratégie impliquaient de cacher mes possessions coûteuses tout en me présentant comme un échec désespéré, mendiant un abri de base. Ce test extrême fournirait enfin la preuve irréfutable dont j'avais besoin pour rompre définitivement ces liens familiaux toxiques sans aucun regret persistant. Le lendemain matin, je suis entré directement au bureau des ressources humaines de l'entreprise pour soumettre les papiers formels demandant un congé sabbatique indéfini afin de commencer à exécuter ma stratégie détaillée. L'ensemble du processus de passation professionnelle s'est déroulé rapidement car j'ai transféré de manière décisive le contrôle de plusieurs portefeuilles financiers cruciaux à mes subordonnés très compétents. Mon départ soudain a laissé les membres du conseil d'administration en état de choc absolu car je consacrais habituellement chaque heure de veille à maximiser nos profits trimestriels. J'ai méthodiquement signé d'épaisses piles de documents juridiques,
transférant mes autorités d'entreprise quotidiennes sans offrir d'explications spécifiques concernant mon urgence personnelle inattendue. Transférer mes responsabilités professionnelles m'a semblé étonnamment libérateur car mon esprit restait entièrement concentré sur la confrontation à venir qui m'attendait à Lyon. J'ai demandé à ma secrétaire de ne transmettre que les urgences extrêmes à mon email privé tout en bloquant toutes les communications d'entreprise standard pour l'avenir prévisible. Plus tard dans l'après-midi, je me suis rendu dans un café tranquille situé à la périphérie de Marseille pour rencontrer ma meilleure amie Sophie afin de discuter de mon voyage imminent. Je me suis assise en face de la table en bois tout en décrivant méticuleusement mes soupçons profonds concernant les dettes familiales cachées ainsi que le scénario de faux chômage risqué que j'avais l'intention de mettre en scène. Elle a écouté attentivement chaque détail concernant les transferts d'argent récemment demandés avant de se pencher avec une inquiétude sincère gravée sur son visage. Elle a soigneusement analysé ma stratégie tout en soulignant les graves risques émotionnels associés à la provocation intentionnelle d'une crise familiale massive. Es-tu absolument certaine de vouloir procéder à ce plan extrême? Parce qu'exposer sa vraie nature pourrait laisser une cicatrice psychologique permanente qui ne guérit jamais vraiment. J'ai immédiatement écarté ces inquiétudes tout à fait valables tout en affirmant fermement que découvrir une réponse définitive restait ma priorité absolue, quel que soit le coût émotionnel potentiel. J'ai expliqué que confronter une réalité cruelle était bien supérieur à vivre aveuglément tout en permettant qu'il continue d'exploiter mon succès financier durement gagné. Sophie a hoché la tête silencieusement en signe de compréhension, reconnaissant que ma décision finale était profondément enracinée dans une logique pure plutôt que dans des réactions émotionnelles impulsives. Nous avons passé une autre heure à discuter des conséquences familiales potentielles avant de retourner à mon appartement de luxe pour finaliser les aspects physiques de mon déguisement de pauvreté. J'ai passé le reste de la soirée à sélectionner soigneusement mes vêtements les plus usés tout en les emballant dans une vieille valise cabossée. Créer une histoire de couverture parfaite nécessitait de neutraliser temporairement toute trace de ma richesse substantielle pour éviter toute découverte accidentelle lors de ma visite imminente. J'ai personnellement accédé à mes portails bancaires sécurisés pour geler temporairement toutes mes cartes de crédit à limite élevée tout en redirigeant simultanément mes principales sources de revenus. J'ai autorisé mon gestionnaire de patrimoine privé à transférer immédiatement mes actifs liquides vers un compte fiduciaire fortement gardé auquel personne d'autre ne pouvait accéder. Assurer un secret financier complet garantissait que ma famille ne verrait qu'une femme désespérée rentrant chez elle sans rien à leur offrir. J'ai même été jusqu'à suspendre temporairement mon numéro de téléphone principal tout en achetant un appareil prépayé bon marché pour compléter l'illusion d'une ruine financière totale. Je me suis mentalement préparé au pire scénario absolu. Donc, s'il me considère vraiment comme une simple mine d'or, je couperai complètement tous les liens sans aucune hésitation. Au lieu de réserver mon habituel billet d'avion en classe affaires, je me suis rendu dans une agence de location locale pour obtenir le véhicule le moins cher disponible sur tout leur parc. J'ai spécifiquement choisi une berline vieillissante dotée d'un moteur bruyamment claquant et d'une peinture extérieure fortement écaillée pour correspondre parfaitement au récit désespéré que j'avais soigneusement construit. Le véhicule manquait d'équipement moderne de base tout en dégageant une faible odeur d'huile moteur usée, ce qui convenait parfaitement à mes exigences actuelles. Charger ma seule valise usée dans le coffre poussiéreux a finalisé ma transformation complète d'une directrice financière hautement performante en un échec complètement brisé. Mendiant un abri de base. J'ai serré fermement le volant usé avant de m'engager sur l'autoroute pour commencer la longue et difficile route vers ma maison d'enfance. Le lendemain, j'ai franchi le seuil, faisant face aux expressions absolument stupéfaites de maman et papa, assis confortablement dans le salon spacieux. Leur choc initial s'est rapidement transformé en irritation visible à l'instant où leurs yeux ont balayé mes vêtements de solde fortement froissés. Je me suis tenu tranquillement près de l'entrée tout en délivrant la nouvelle fabriquée détaillant mon licenciement soudain de l'entreprise ainsi que ma ruine financière complète. Maman s'est immédiatement levée de son fauteuil moelleux tout en reculant instinctivement d'un pas notable au lieu d'offrir une étreinte réconfortante. Sa respiration rapide révélait une panique intense concernant la possibilité terrifiante de devoir réellement subvenir financièrement à ses propres enfants en difficulté. Elle a rapidement commencé à énumérer de nombreuses plaintes concernant les prix constamment croissants des produits d'épicerie tout en évitant agressivement toutes les salutations de bienvenue standard. Son ton dur est devenu de plus en plus défensif alors qu'elle suggérait brutalement « fais demi-tour immédiatement pour trouver un motel bon marché au bord de la route ». Le budget de notre foyer est incroyablement serré actuellement, donc ton arrivée inattendue nous laisse complètement incapables d'organiser un hébergement ou des repas quotidiens appropriés pour toi. Elle a croisé ses bras fermement sur sa poitrine tout en regardant fixement ma valise cabossée posée lourdement sur le parquet immaculé.
J'ai intentionnellement poussé mes parents dans un coin difficile en avouant mon incapacité totale à payer ne serait-ce qu'une seule nuit dans une auberge économique. J'ai délibérément baissé la voix pour mendier pratiquement un abri temporaire utilisant la chambre d'amis notoirement vide située à l'étage. Ma supplique désespérée est restée maladroitement suspendue dans l'air silencieux tandis que j'observais attentivement leur posture rigide communiquant un dégoût pur. Papa a fortement grimacé tout en secouant vigoureusement la tête pour nier instantanément ma demande tout à fait raisonnable d'un abri intérieur de base. Il a froidement annoncé que la zone à l'étage précédemment vacante appartenait désormais entièrement à Juliette pour ses activités quotidiennes de diffusion sur les réseaux sociaux. Il a justifié cet arrangement de vie absurde en affirmant que sa présence en ligne nécessitait un studio professionnel dédié doté de conditions d'éclairage parfaites. Tu dois temporairement ranger tes affaires dans le garage détaché car Juliette stocke actuellement plusieurs équipements de diffusion coûteux et non déplaçables dans cette chambre à l'étage. Il a croisé ses bras fermement, mimant maman tout en créant une barrière physique unifiée, m'empêchant d'avancer davantage dans la maison chaude. Il a fait un geste dédaigneux vers la porte arrière tout en ignorant la cruauté évidente de privilégier l'équipement de caméra par rapport à sa propre fille déplacée. Juliette est restée commodément cachée quelque part à l'étage, évitant délibérément la confrontation inconfortable tout en laissant nos parents exécuter le sale boulot. J'ai ravalé ma fierté fabriquée tout en hochant silencieusement la tête en signe d'accord passif pour les empêcher de me jeter physiquement du perron. La confirmation ultime de leur favoritisme toxique s'est finalement matérialisée juste devant mes yeux, validant chaque soupçon qui motivait mon stratagème élaboré. J'ai tranquillement saisi la poignée en plastique craquelée de mes bagages usés pour commencer la marche humiliante vers la structure de stationnement détachée. La température a chuté considérablement au moment où je me suis éloigné du bâtiment principal, soulignant le contraste frappant entre leur confort et ma punition. La lourde porte de garage en bois a craqué bruyamment lorsque je l'ai poussée pour révéler un espace sombre sentant fortement l'huile moteur éventée. J'ai traîné ma valise sur le sol en béton lourdement taché tout en naviguant autour de boîtes en carton abandonnées et d'outils de jardin rouillés. Une fine couche de poussière épaisse recouvrait chaque surface visible, garantissant des conditions de vie misérables pour quiconque serait contraint d'occuper cet espace glacial. J'ai localisé un lit de camp abandonné poussé à la hâte dans un coin sombre pour servir d'arrangement de couchage temporaire pour l'avenir prévisible. Mon souffle est devenu légèrement visible dans l'air glacé tandis que j'examinais les débris éparpillés entourant mes quartiers de couchage temporaire de fortune. Assis seul sur le matériau en toile inconfortable, j'ai réalisé que mon confort physique ne signifiait absolument rien pour les personnes qui m'avaient élevé à l'origine. Ils m'ont réussi à m'isoler du foyer principal, prouvant qu'ils ne valorisaient ma présence que lorsque j'apportais un avantage financier massif. Cet arrangement incroyablement dégradant reflétait parfaitement leurs véritables priorités émotionnelles, plaçant un style de vie luxueux sur les réseaux sociaux bien au-dessus de la décence humaine de base. J'ai déballé une seule couverture fine tout en me préparant mentalement à endurer ce traitement dégradant pour recueillir les preuves finales irréfutables. Plusieurs jours après mon retour dans cette maison, j'ai rapidement réalisé qu'ils me traitaient exclusivement comme une servante domestique non rémunérée destinée à accomplir chaque tâche dégradante. Maman et papa évitaient activement tout contact visuel direct avec moi chaque fois que nous nous croisions accidentellement dans le couloir résidentiel étroit. Ils utilisaient constamment chaque brève rencontre pour me faire pression agressivement afin que je distribue mon CV dans les magasins locaux pour trouver un emploi au salaire minimum. Ils ont clairement indiqué que ma présence quotidienne constituait un fardeau financier massif à moins que je ne commence immédiatement à acheter mes propres provisions. J'ai silencieusement enduré leurs plaintes incessantes concernant ma paresse supposée tout en accomplissant méthodiquement chaque tâche ménagère qu'ils m'avaient explicitement assignée. J'ai frotté les sols de la cuisine tout en lavant une montagne de vaisselle sale laissée après leur dîner somptueux auquel j'avais explicitement été interdite de participer. Juliette continuait de parader dans le salon portant des tenues de créateurs flambant neufs comportant des étiquettes de prix coûteuses qu'elle oubliait commodément d'enlever. Elle traitait ma chute professionnelle temporaire comme une victoire personnelle massive tout en jetant son linge sale directement sur mon lit de fortune dans le garage glacial. Son attitude condescendante a atteint son paroxysme un après-midi où elle m'a acculé près de l'escalier, tenant un seau lot rempli de produits de nettoyage hautement toxiques. Nettoie soigneusement la salle de bain à l'étage en utilisant ces produits chimiques puissants car ton statut actuel de chômeuse fait du travail manuel l'activité quotidienne la plus logique pour toi. J'ai accepté le seau en plastique sans offrir de résistance verbale pour éviter de déclencher une autre dispute explosive avec nos parents hautement partials. Le lendemain matin, maman m'a spécifiquement ordonné de ranger en profondeur les grandes armoires de classement situées dans le bureau poussiéreux de papa.
J'ai commencé à trier des décennies de déclarations fiscales désorganisées et de factures de services publics obsolètes tout en essuyant les épaisses couches de crasse accumulées recouvrant les surfaces en bois. En essayant d'ouvrir de force un tiroir du bas coincé, ma main a accidentellement renversé une petite boîte en bois précédemment cachée derrière plusieurs dossiers épais. Le récipient fragile est tombé lourdement au sol, provoquant la rupture de son loquet rouillé, faisant déborder des dizaines de documents juridiques officiels sur le tapis. Je me suis agenouillé pour ramasser les papiers éparpillés avant de remarquer un avertissement de saisie de maison, estampillé en rouge vif, sur la toute première page. Mes yeux ont rapidement parcouru la terminologie financière dense révélant une réalité horrible concernant le statut de propriété réelle de ma maison d'enfance. Les documents prouvaient clairement qu'ils avaient secrètement hypothéqué toute la propriété à un taux d'intérêt incroyablement prédateur quelques mois auparavant. Chaque euro emprunté est allé directement au paiement de dettes massives de cartes de crédit générées exclusivement par le style de vie luxueux que Juliette affichait constamment en ligne. Les relevés bancaires joints détaillaient des achats complètement frivoles, y compris des vacances dans des complexes hôteliers coûteux ainsi que des sacs à main de luxe. Alors que les paiements hypothécaires restaient gravement en retard, le volume pur de ces factures impayées démontrait un détachement complet de la réalité financière de base, soulignant leur illusion collective. Le délai de grâce final approchait rapidement de son expiration, signifiant que la banque saisirait légalement la propriété dans un délai de quelques semaines seulement. J'ai instantanément reconnu l'énorme levier reposant en toute sécurité entre mes mains. J'ai donc immédiatement verrouillé la lourde porte en bois du bureau pour assurer une intimité totale. J'ai sorti mon téléphone portable secondaire caché de ma poche pour contacter en toute sécurité mon avocat, Michel, qui attendait dans son bureau de Marseille. J'ai rapidement expliqué la situation financière désastreuse tout en prenant des photographies détaillées des avis de saisie pour les transmettre par email crypté pour son examen juridique immédiat. Contacter l'institution financière détenant actuellement le contrat de prêt immobilier pour cette propriété de Lyon afin d'acheter intégralement cette dette mauvaise en utilisant mon capital personnel aujourd'hui. Michel a confirmé sa compréhension de ma stratégie agressive tout en promettant d'exécuter la prise de contrôle hostile de la dette avant la fermeture des institutions bancaires pour le week-end à venir. Je lui ai demandé d'utiliser une entité d'entreprise anonyme pour acheter la dette, garantissant que ma famille resterait totalement inconsciente de son nouveau propriétaire ultime. Il m'a assuré que la transaction resterait entièrement confidentielle jusqu'à ce que je décide personnellement de révéler mon nouveau statut légal aux occupants actuels. J'ai soigneusement remis les documents dans la boîte en bois tout en la replaçant à sa cachette d'origine pour maintenir parfaitement ma couverture de pauvreté trompeuse. Plus tard ce même week-end, le salon principal était décoré de manière extravagante en utilisant des fonds récemment empruntés pour célébrer un prochain anniversaire pour Juliette. L'atmosphère de toute la maison semblait incroyablement fausse, tandis que de nombreux invités fortunés levaient continuellement leurs verres en cristal coûteux pour porter des toasts de félicitations hautement hypocrites concernant son supposé succès artistique. Je suis sorti tranquillement de la cuisine bondée, tenant un petit cadeau bon marché que j'avais très soigneusement emballé plus tôt cet après-midi-là, utilisant du papier brun bon marché. J'ai lentement navigué à travers la foule bruyante pour remettre poliment mon modeste présent directement à la fille d'anniversaire se tenant avec assurance près de la table à manger centrale. Juliette a immédiatement ricané tout en déchirant agressivement le papier d'emballage délicat pour révéler l'objet pratique mais bon marché caché à l'intérieur de la boîte en carton. Elle s'est publiquement moquée de la faible valeur monétaire de mon offrande attentionnée. Alors que ses amis fortunés riaient bruyamment de mes difficultés financières évidentes sans montrer aucune hésitation, elle a jeté négligemment mon cadeau soigneusement choisi directement dans une poubelle métallique à proximité, affichant un manque absolu de décence humaine de base. Essaies-tu délibérément de m'humilier devant mes invités importants en présentant ces ordures absolues parce qu'un raté sans emploi pathétique comme toi devrait certainement rester complètement caché dans le garage sale ? J'ai fermement élevé la voix pour défendre activement ma dignité personnelle contre sa grossièreté non provoquée tout en soulignant explicitement ses mauvaises manières. Maman et papa se sont immédiatement précipités à travers la pièce bondée pour protéger agressivement leur enfant favori de mes représailles verbales tout à fait justifiées. Ils m'ont sévèrement réprimandé pour avoir délibérément provoqué une scène massive lors d'une occasion supposément joyeuse tout en exigeant bruyamment que je présente immédiatement des excuses formelles. Ils ont complètement ignoré ces actions profondément irrespectueuses tout en se concentrant entièrement sur la protection de sa fragile image publique devant son cercle social critique. Mon dernier fil de tolérance familiale s'est complètement rompu à cet instant, réalisant qu'il me rendrait toujours coupable quelles que soient les circonstances réelles. J'ai serré les lèvres, refusant de prononcer un seul mot de plus en ma défense tout en tournant rapidement le dos à tout le rassemblement.
J'ai marché directement vers la porte arrière vers le garage détaché glacial pour rassembler rapidement mes quelques effets personnels dans ma valise cabossée. J'ai récupéré mon appareil mobile secondaire pour rédiger un message texte très urgent demandant à Michel d'activer immédiatement les protocoles de saisie hostile ce soir. Je l'ai explicitement autorisé à exécuter les manœuvres juridiques finales nécessaires pour saisir officiellement la propriété sans leur offrir de période de grâce standard. J'ai saisi la poignée en plastique craquelée de mes bagages tout en retournant vers la cuisine principale pour délivrer ma déclaration finale. Je manque apparemment des qualifications sociales de base pour rester à l'intérieur de cette maison luxueuse. Alors, continuez à vous amuser parce que ce soir marque officiellement votre dernière célébration à l'intérieur de cette propriété spécifique. Je n'ai pas attendu d'observer leur réaction confuse avant de me retourner pour sortir définitivement par la lourde porte d'entrée dans la nuit glaciale. Avant de traîner ma valise vers le véhicule de location, j'ai silencieusement déposé un dossier juridique rouge épais directement sur l'îlot de cuisine immaculé. Les documents officiels contenaient des tampons bancaires hautement visibles ainsi qu'une preuve indéniable concernant mon nouveau statut ultime de leur principal détenteur de prêt hypothécaire. Les papiers comprenaient également un avis d'expulsion juridiquement contraignant exigeant qu'ils évacuent complètement les lieux dans un délai de 30 jours strictement appliqué. J'ai positionné stratégiquement les documents lourds juste à côté de la cafetière, garantissant qu'ils découvriraient absolument la vérité horrible tôt le lendemain matin. J'ai chargé mes bagages dans le coffre grinçant tout en expirant enfin un soupir de soulagement sincère après avoir réussi à endurer des jours de torture psychologique. J'ai démarré le moteur bruyant en quittant l'allée, me sentant complètement détaché des personnes qui célébraient aveuglément à l'intérieur de la maison condamnée. J'ai dirigé le véhicule vers l'entrée d'autoroute la plus proche, laissant derrière moi des décennies de traitements injustes tout en anticipant avec impatience ma route paisible vers Marseille. Le lendemain matin, l'écran de mon téléphone portable a clignoté continuellement, affichant des dizaines d'appels manqués provenant de mes anciens membres de la famille. Ils avaient manifestement découvert le dossier juridique épais reposant sur l'îlot de cuisine immaculé tout en réalisant avec horreur la vérité absolue concernant mon chômage fabriqué. Les documents officiels prouvaient explicitement mon nouveau statut de leur principal créancier hypothécaire détenant un avis d'expulsion immédiat sans aucun délai de grâce standard. Ma boîte vocale s'est rapidement remplie de messages audio frénétiques, passant agressivement des cris pathétiques aux sanglots à mesure que la réalité brisait enfin leur délire profondément ancré. L'écoute de ces enregistrements détaillés a révélé à quelle vitesse leur droit toxique s'est effondré dès qu'ils ont fait face à de véritables conséquences juridiques découlant de leurs propres actions égoïstes. Papa a agressé maman, la blâmant d'être celle qui m'avait aliéné, tandis que Juliette paniquait complètement à l'idée de perdre son abri luxueux sans avoir de plan de secours viable. Je me suis assise paisiblement dans le salon d'affaires tranquille de l'aéroport, sirotant un thé chaud tout en bloquant systématiquement tous les numéros de contact ainsi que leurs divers comptes de réseaux sociaux. Appuyer sur ce dernier bouton numérique a rompu définitivement notre connexion toxique, établissant une frontière impénétrable, protégeant ma stabilité financière durement gagnée contre toute exploitation future. Je n'ai ressenti aucune joie malveillante face à leur chute catastrophique soudaine car mon objectif principal était entièrement centré sur la protection de mon propre bien-être psychologique à long terme. Les conséquences pratiques sont arrivées sans pitié quelques semaines plus tard lorsque les forces de l'ordre ont officiellement exécuté le protocole d'expulsion légale, les forçant à quitter définitivement les lieux. Mes parents ont été contraints de s'installer dans un appartement résidentiel sévèrement exigu, luttant quotidiennement pour maintenir leur niveau de vie de base sans compter secrètement sur mon salaire d'entreprise caché. Pendant ce temps, Juliette a finalement été forcée de liquider ses sacs à main de créateurs coûteux pour obtenir de l'argent pour l'épicerie de base avant de chercher désespérément un emploi d'entrée de gamme à travers la ville. Elle a finalement obtenu un poste physiquement exigeant au salaire minimum comme serveuse dans un dîner local. Faisant enfin l'expérience de la dure réalité du travail manuel réellement éprouvant. De retour en toute sécurité dans mon appartement de Marseille, j'ai pris une profonde et calme respiration, me permettant d'assimiler pleinement l'immense soulagement psychologique inondant mon système nerveux. Éliminer complètement ces influences parasitaires déguisées en amour familial inconditionnel m'a permis de rediriger mon énergie précieuse vers une véritable guérison personnelle ainsi qu'une croissance professionnelle continue. Reconstruire ma vie privée sans porter leur lourd fardeau financier me semble incroyablement libérateur car privilégier ma propre paix mentale reste ma plus grande victoire ultime. Mon indépendance nouvellement établie garantit pratiquement que personne n'utilisera jamais la culpabilité biologique pour manipuler mes ressources personnelles ou compromettre ma dignité humaine fondamentale jamais plus. En adoptant cet environnement complètement calme, je suis habilité à construire un avenir véritablement authentique entouré exclusivement de personnes qui respectent sincèrement mes limites fondamentales.
Avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, veuillez prendre un bref instant pour réfléchir au message éducatif plus profond qui motive ce drame familial particulier. Notre chaîne produit activement ces récits très réalistes pour démontrer clairement la nécessité absolue d'établir des limites personnelles strictes lors de conflits familiaux intenses. Nous préconisons l'utilisation du raisonnement logique ainsi que des cadres juridiques appropriés pour résoudre systématiquement l'exploitation financière toxique plutôt que de s'engager dans des crises émotionnelles inutiles qui produisent rarement des solutions tangibles dans le monde réel. L'évaluation objective de la protagoniste révèle un individu très décisif qui a priorisé sa propre survie psychologique en coupant définitivement les contacts avec ses bourreaux. Elle a protégé avec succès sa dignité durement acquise en refusant de négocier avec des proches qui ne la valorisaient que comme une ressource financière jetable. Pendant ce temps, les antagonistes ont fait face aux conséquences dures inévitables résultant de leur propre décennie de choix financiers irresponsables ainsi que de leur manipulation émotionnelle flagrante. La leçon la plus profonde tirée de cette expérience éprouvante souligne que la génétique partagée ne devrait jamais obliger qui que ce soit à endurer un abus financier ou émotionnel sans fin indéfiniment. L'amour inconditionnel au sein d'une structure familiale doit toujours rester un échange réciproque plutôt qu'un outil de manipulation conçu pour extraire constamment des ressources du frère ou de la sœur le plus prospère. Lorsque les parents permettent délibérément à un enfant très irresponsable tout en traitant un autre comme un simple plan de secours, ils détruisent fondamentalement la confiance fondatrice nécessaire pour maintenir toute relation saine. La véritable maturité exige de reconnaître exactement quand une dynamique toxique ne peut être sauvée, nous forçant à nous éloigner complètement pour préserver notre propre santé mentale ainsi que notre indépendance financière. Établir des limites fermes semble souvent incroyablement douloureux au début, mais cela reste la seule méthode efficace pour arrêter les cycles générationnels d'exploitation flagrante de se répéter constamment. Nous devons normaliser complètement le concept de choisir notre propre paix mentale plutôt que de maintenir des liens familiaux superficiels, surtout lorsque ces connexions spécifiques menacent activement notre développement personnel continu ainsi que notre bien-être psychologique global.